moment donné, il fallait que j'en parle. Voici la première saison de Lionel Messi avec l'Inter Miami. Il a terminé 14e en MLS. En plus, je vous le rappelle, quand il a rejoint l'Inter Miami, il était sur sa saison Ballon d'Or. Rendez-vous compte, il a eu besoin d'appeler les petits copains pour venir l'aider à rattraper le coup. Parce que finir 14e en MLS en étant le Ballon d'Or, il n'y a que Lionel Messi qui peut le faire. Donc il faut arrêter de réinventer l'histoire en disant que Lionel Messi a sorti l'Inter Miami de la galère. Non, c'est Suarez, Alba et Busquets, en supplément du lutin argentin, que l'Inter Miami a pu rehausser le niveau. Et avec tout le respect pour les joueurs évoluant en MLS, et mis à part ces 4 joueurs-là, vous m'excuserez, mais le niveau de jeu semble s'apparenter à la nationale en France. Alors oui, quand un joueur niveau Ballon d'Or, qui en plus ramène ses petits copains du FC Barcelone pour jouer au niveau national 2, effectivement, c'est pas difficile de terminer premier. Je vous vois venir les promessis. Non, ça ne marche pas pour Cristiano Ronaldo. Parce que quand il a signé en Arabie Saoudite, tout le monde l'a suivi. Pour un Karim Benzema qui sortait aussi de sa saison Ballon d'Or. Et tous les joueurs comme Kanté, Mahrez, Fabinho, Saint-Maximin, j'en passe. Mais je me devais de rétablir la vérité. Sur ceux, si les opposants favoris de Cristiano Ronaldo. Que du beau monde, le Bayern, l'Atlético, la Juventus. Je pense que Messi fait tout aussi bien. Voyons contre quelle équipe a-t-il été le plus décisif dans sa carrière. Ah, oula. Oulala. Ce que je vois, Lionel Messi n'a pas fait dans la dentelle. C'est contre ce type d'équipe que Lionel Messi a performé pendant toute sa carrière. Attendez, mais quand j'y pense, est-ce que Lionel Messi a déjà performé contre une grosse équipe? Je me rappelle que le Barça avait besoin de lui en 2019. Ah mais je crois qu'en 2020 il avait assumé. Ah, je sais plus, peut-être en 2021, attendez. Ah oui, ça devait être en 2021. Parce qu'après il a quitté le Barça, donc... Honnêtement, avec tout le respect, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne font pas partie du même monde. C'est une véritable abomination de les comparer. Comment comparer un joueur qui a réussi à performer contre les meilleurs clubs du monde pendant toute sa carrière avec un joueur qui n'a performé que contre des équipes de seconde zone? Comme on dit, il faut remettre l'église au milieu du village. Je suis là pour dire la vérité. Vous vous rappelez que Lionel Messi n'a jamais été réellement performant contre des grosses équipes, et ce régulièrement, comme l'a fait Cristiano Ronaldo. Je vous attends au tournant, les promessis. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Voici les 10 records imbattables de Cristiano Ronaldo. Et croyez-moi, il y a certains records auxquels vous attendiez même pas. À la 10e place, il est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. À la 9e place, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 140 buts. À la 8e place, il est l'unique joueur à avoir inscrit 8 triplés en Ligue des Champions. À la 7e place, il est le seul joueur à avoir marqué lors de 5 Coupes du Monde. À la 6e place, il a été 6 fois meilleur buteur de la Ligue des Champions. À la 5e place, il est le seul meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise avec 123 buts. Et c'est également le joueur le plus capé du Portugal avec 200 matchs. À la 4e place, c'est le footballeur le plus influent de l'histoire du football. On a pu le voir avec ses différentes célébrations qui ont fait le tour du monde. Même Lionel Messi avait reproduit une ancienne célébration de lui à Manchester United. À la 3e place, il est le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. À la 2e place, il est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est juste incroyable. À la 1re place, tout le monde se moquait de lui dernièrement. C'est le seul joueur à avoir marqué 13 coups francs en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo est pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Dites-moi en commentaire quel record vous impressionne le plus, j'hésiterai pas à vous répondre. Likez et abonnez-vous pour plus de news. Lamine Yamal serait donc un fan de Kylian Mbappé? Il y a quelques années, Lamine Yamal likait toutes les photos de Kylian Mbappé. Regardez même ce qu'il a liké. Photo de Mbappé et Cristiano Ronaldo, où Mbappé dit que Cristiano Ronaldo est le GOAT. Lamine Yamal serait donc un fan du Real Madrid? Lamine Yamal serait donc un pro Ronaldo? J'ai trouvé encore pire. Regardez ce qu'il a liké. Le match où Kylian Mbappé a mis à genoux Lionel Messi. Le match où Kylian Mbappé a humilié le Barça. Voilà de quoi était fan Lamine Yamal dans sa jeunesse. Les gens qui pensaient que Lamine Yamal était un fan du FC Barcelone depuis tout petit, que Lamine Yamal était un pro Messi. En fait, tout était faux. Ils pensaient que c'était l'enfant de la prophétie. Alors qu'en fait, il était fan du Real Madrid et aimait voir Kylian Mbappé maltraiter le FC Barcelone. Voilà une nouvelle qui fait plaisir. C'est actuellement chaud au Real Madrid. Voici toutes les informations importantes concernant Madrid. Pour ne rien manquer, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo les gars. Surtout n'hésitez pas à commenter, let's go. Selon le journaliste Pepe Alvarez, Zidane est la seule option du Real Madrid si le club devait changer d'entraîneur en cours de saison. Mais selon le média Diario As, le Real Madrid fait toujours confiance en Xabi Alonso, mais il attend une réaction. Et selon le média The Athletic FC, il y a des joueurs au Real Madrid qui ne sont toujours pas convaincus
convaincus par Xabi Alonso et d'autres qui pensent qu'il n'est pas le principal problème du Real Madrid. Donc le match de ce mercredi face à l'Athletic Bilbao sera crucial en termes d'avenir du Real Madrid sous Xabi Alonso. Et selon Mario Cortegana, une source qui était à Valdebebas tous les jours la saison dernière a affirmé « Xabi Alonso n'est pas le problème. Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham ne sont pas compatibles. C'est impossible de construire une équipe équilibrée avec ces trois-là. Et comme ces trois-là ne sont pas compatibles, Vinicius va peut-être se casser les gars. » Donc selon plusieurs sources, les agents de Vinicius iront en Arabie Saoudite en février 2026 pour négocier avec les clubs saoudiens. Aucune autre information n'a filtré sur cette rencontre. Et Raphaël Varane, ex-joueur du Real Madrid, a commenté la situation compliquée que vit son club. Il a affirmé « Il ne faut jamais considérer le Real Madrid comme mort. Il reste des mois. Les titres se gagnent en fin de saison. » Et d'après le très fiable Fabrizio Romano, le grand rêve de Nico Paz est de revenir au Real Madrid, même si beaucoup de top clubs le veulent. Et Raúl Asensio a fait son grand retour, donc il a fait son retour à l'entraînement et devrait être apte pour le déplacement à Bilbao mercredi. Et Rodrigo inquiète beaucoup au Real Madrid. Il n'a toujours pas marqué de but lors de ses 30 derniers matchs pour le Real Madrid. La plus longue série sans but de l'histoire du Real Madrid. Et selon le média Plechigo, le Real Madrid a envoyé des recruteurs observer Nathaniel Brown lors de ses récents matchs contre Cologne et l'Atalanta. Il figure sur la liste des joueurs présélectionnés par le club pour l'été prochain. Pourquoi je vois personne parler de ce qui s'est passé? Lionel Messi a une mauvaise influence sur nos enfants et vous allez comprendre pourquoi. Commençons par le premier événement de ce match. Pendant le match, il y a un petit supporter qui est rentré sur le terrain pour aller faire un câlin à Lionel Messi. Et il y a ce mec de la sécurité qui l'a poursuivi. Regardez un peu ce que ce petit insolent va faire sur le terrain. À force de regarder Lionel Messi, il a acquis toutes les techniques de feinte de Lionel Messi. Regardez un peu le mouvement qu'il va faire là. Là, il y a deux mecs de la sécurité, le mec en noir et le mec en rouge. Lui, il se trouve au milieu à droite. Regardez la feinte de malade qu'il va faire aux deux. Allez, contrôle de feinte, il passe à gauche, le mec tombe par terre comme du n'importe quoi. Regardez-moi le mec en rouge. Le petit a réussi à mettre en PLS les deux mecs de la sécurité. Regardez-moi le mec en noir, il veut faire du moonwalk, mais c'est trop tard. Le mec en noir se relève, il veut attraper le petit, mais le petit est trop vif. Allez, tiens, encore une feinte. Les deux mecs de la sécurité se retrouvent à genoux, les amis. Enfin, le petit arrive à destination pour faire un câlin à Lionel Messi. Vous voyez l'influence que Lionel Messi a sur nos enfants? Ils deviennent insolents et trop techniques, et ça, c'est pas bon. Ils vont commencer à envoyer nos terrains et on pourra pas les arrêter. Vous avez vu un exemple? Ça, c'est encore un exemple qui est censé vous pousser à supporter Cristiano Ronaldo. Et ce mouvement qu'a fait le petit sur le terrain sur les deux mecs de la sécurité vient de Lionel Messi parce que lui-même avait reproduit la même chose lors du match. Je vous fais le commentaire du geste de Lionel Messi dans la partie 2. Vous savez ce qui nous manque au Real Madrid? C'est ça qui nous manque au Real Madrid. C'est ça. Un joueur qui a la faim, l'envie et la mentalité de Cristiano Ronaldo. Lui, il n'avait pas besoin d'un plan précis pour gagner un match. C'est lui qui s'adaptait au match. Et dans n'importe quelle situation, il trouvait un moyen pour sauver l'équipe. Quand on jouait un bloc bas, il frappait de loin et il débloquait le match à lui tout seul. Quand on jouait un bloc haut, il attaquait l'espace et punissait directement l'équipe. Quand le match était complètement fermé, il inventait un but sorti de nulle part pour sauver l'équipe. Quand l'équipe manquait d'idées, il prenait ses responsabilités. Un duel aérien, un demi-rebond, une demi-occasion, et il l'a transformé en but. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Sa rage, son envie, sa capacité à débloquer un match sans attendre un plan miracle. C'est ça qui nous manque. Parce que là, les joueurs, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de jouer. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Maintenant, va falloir qu'ils se débrouillent sans un défenseur. Les gars, on est trop gentils. Non, je vous le dis, on est beaucoup trop gentils. Alors qu'on soit d'accord, je prends la santé mentale très au sérieux. Le fait de la négliger, ça peut avoir de graves conséquences. Mais vous voyez, lui, là, il se fout ouvertement de notre gueule. Andy Flick, en conférence de presse, quand on lui a demandé des nouvelles d'Araujo, il nous a dit quoi? Il nous a dit, Araujo ne peut pas jouer pour le moment en raison d'un problème personnel. Je ne souhaite pas en dire plus. Merci de respecter sa situation. On apprend tout de suite après que Araujo a demandé au Barça du temps pour se ressourcer mentalement. Le défenseur central et ses agents ont formulé cette demande auprès du club car ils estiment qu'il ne peut pas être en mesure de donner le meilleur de lui-même sur le terrain actuellement et ne souhaite pas pénaliser l'équipe. Le problème, mon vieux, c'est que t'es capitaine. En fait, tu peux pas te comporter comme ça quand t'as le brassard. Mais non, parce que quand on récapitule tes exploits dans le club, c'est
Tu nous as humiliés contre le PSG, tu nous as humiliés contre l'Inter Milan. À côté de ça, tu n'assumes jamais tes erreurs. Ça, à la rigueur, vas-y, y a pas de souci. D'un côté, ça te donne une certaine prestance. En mode, je n'ai rien à foutre, je sais ce que je vaux et je saurai me rattraper, vous allez voir. Ça, y a pas de souci. On était même les premiers à remonter dans ton train quand t'as parlé de Prime. On a laissé passer les dingueries, on a même laissé passer le chantage que t'as fait l'hiver dernier, en pleine Supercoupe d'Espagne. L'équipe était sur le point de prendre un titre et pendant ce temps, toi, tu faisais ton caca boudin. Je veux partir, je veux rester, je veux partir. Cette saison rebelote, tu nous as humiliés contre Chelsea et c'est toi qui as besoin de repos. C'est toi qui lâche l'équipe. C'est toi qui décide de pas travailler. Donc, non seulement tu nous tues notre match, mais en plus de ça, tu crées des problèmes en 10 flics qui a un gars au moins en défense. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'il se débrouille sans un défenseur. Ah non, moi, je vous le dis, cet hiver, ça jarte. Cet hiver, ça dégage. On ramène Schlotterbeck. Je sais pas comment on peut se débrouiller. Un échange, je sais pas si c'est faisable. D'ailleurs, de cette manière, les deux joueront dans le club de leur niveau. Non, là, c'est trop, je vous jure. Déjà qu'on n'a pas de leader dans l'équipe. C'est que des jeunes. On se plaint tous de pas avoir de meneur de jeu. Mais en plus de ça, notre seul capitaine, c'est une fiotte. C'est un déserteur, un mec qui assume pas son job. Moi, je vous le dis, cet hiver, il perd son brassard et il dégage. La FIFA a informé les clubs qu'ils pourront désormais conserver les joueurs sélectionnés pour la CAN jusqu'au 15 décembre. Mais moi, je me dis, la FIFA, là, ils ne respectent pas. Voilà, ils ne respectent pas l'Afrique. Déjà, la CAF, là, la CAF, elle sert à quoi? C'est qui le président de la CAF? Il sert à quoi? Comment? En fait, ils sont malins. Vous savez pourquoi le 15 décembre? Le 15 décembre, c'est un lundi. C'est-à-dire, avant ça, il y a samedi et dimanche. Les clubs, ils veulent utiliser les joueurs jusqu'à la fin. Jusqu'à le dernier week-end. Et après, ils les libèrent le dimanche soir. C'est bon, on peut partir à la CAN. Alors que la CAN, c'est une semaine après. Comment ils veulent que les joueurs ils se préparent à la CAN s'ils vont là-bas une semaine avant? Non, les gars, c'est un manque de respect total. En tout cas, nous, les joueurs sénégalais, on va venir les chercher avant le 15 décembre. Moi, je vais rien savoir. Voilà, nous, il nous faut au moins 2 semaines. Ou 3 semaines de préparation. Il faut déjà qu'ils viennent à Dakar, voilà, qu'on les traite bien, qu'ils mangent bien, tout ce qu'il faut manger, vous connaissez déjà, je vais pas vous faire la liste, voilà, pour qu'ils soient prêts pour la CAN. C'est quoi ça? Les joueurs, ils vont arriver, non, c'est une dinguerie. Il y en a, ils vont arriver, imaginez-vous, par exemple, le dimanche soir, il y a une équipe qui joue le dimanche. Le joueur, il arrive lundi. Non, c'est n'importe quoi. Voilà, encore un manque de respect total. Mais la CAF, ça sert à quoi? Tiens, 32e de finale de Coupe de France, on affronte Vendée-Fontenay Foot. Je sais pas c'est où la Vendée, je suis jamais sorti d'Île-de-France. Pour ce match-là, Luis Enrique va chercher les enfants à la crèche. Aucun titulaire de l'équipe A. Parce que pour le mois de décembre, regardez ce que c'est. C'est Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe intercontinentale et Coupe de France. Le 6 contre le Stade Rennais, le 10 contre l'Athletic Bilbao, le 13 contre Metz, le 17 Coupe intercontinentale pour notre 6e trophée qu'on peut avoir dans l'année 2025 et le 21 décembre, 32e de finale de Coupe de France. On a trop de matchs. Tiens! Bizarre! Le directeur de l'arbitrage, Anthony Gauthier, reconnaît l'erreur de Clément Turpin, qui est la grosse timpe, lors de Monaco PSG. Lamine Camara aurait dû être expulsé pour son jet sur Lucas Chevalier. La Ligue 1, on en fait quoi cette information? Qu'est-ce que j'en fais cette information? Est-ce que ça va me rapporter des points? Non. Vous voulez pas qu'on vous jette des Clio 2 sur le terrain? La prochaine fois, prenez les décisions avant et pas après. Alors que Lamine Yamal, il a pris le trophée Copa, il y en a qui pensaient qu'il avait pris le Golden Boy. Aujourd'hui, il est à Turin, il est allé récupérer son Golden Boy qu'il mérite amplement. Dépêche-toi de revenir parce que tu nous manques, on a plus de buteurs. Gvara et Barcola, ils ont la flemme. L'Olympique de Marseille fait son entrée en Coupe de France et on connaît désormais notre adversaire pour ces 32e de finale. L'OM va affronter Bourg-en-Bresse National 1. Au vu de nos antécédents, d'habitude, je n'aime pas jouer contre des nationales, des régionales. Mais cet adversaire rappelle tout de même de bons souvenirs. Victoire 9-0 la dernière fois qu'on les avait affrontés en Coupe de France avec un triplé de cet homme Kostas Mitroglou. Si avec Mitroglou titulaire, on arrive à les battre, normalement, avec l'équipe actuelle, ça devrait le faire. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Le match se jouera en janvier pendant la CAN, donc l'Olympique de Marseille aura tout de même quelques absents. Avec nos antécédents, comme je vous disais, les clubs de national, les clubs de régional, peu importe, en Coupe de France, tous les petits clubs donnent leur vie. Et c'est totalement logique en vrai. Donc à nous de prendre cette équipe au sérieux. On va enchaîner la Ligue 1, on va enchaîner la Ligue des Champions, ensuite la Coupe de France. Ça va faire beaucoup de matchs en peu de temps. Mais dans tous les cas, pour moi, la Coupe de France, faut la prendre au sérieux. C'est un trophée qu'on n'a pas gagné depuis belle lurette. Donc ça serait bien que cette année, on essaye d'aller en finale pour essayer de la ramener à Marseille, cette fameuse Coupe de France. En fait, quand tu vois l'effectif actuel qu'on possède à Chelsea et les joueurs qui vont arriver et revenir de près lors du prochain mercato d'été, tu dis qu'en fait, le temps,
joue pour nous. Surtout que voilà, du côté de Chelsea, on a un effectif archi jeune. Plus le temps passe, plus les joueurs prennent d'expérience, plus ils prennent de temps de jeu et c'est positif pour le club. Mais en plus, si on regarde quels joueurs vont nous rejoindre pour la prochaine saison, on aura Emega qui, on l'a vu, il a déjà posé avec le maillot. Il va finir la saison avec Strasbourg, puis il rejoindra Chelsea. Et son transfert, franchement, il va être intéressant. Maintenant, il faudra voir est-ce qu'il arrive à s'adapter. Mais on a le temps avant tout ça. Puis après, on aura des retours de prêt. Mike Penders de retour. Mamadou Sarr de retour. Kendry Paez de retour. Anselmino de retour. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, après, pour moi, Kendry Paez, logiquement, on devrait le reprêter. Après, pour ce qui est de Penders, très logiquement, on va le garder. Je pense que Jorgensen, malheureusement, va partir. Et Penders prendra la place de remplaçant, voire peut-être de titulaire, on ne sait pas. Et après, pour ce qui est de Mamadou Sarr et Anselmino, pour moi, c'est top parce qu'on a besoin d'eux en tant que backup de notre défense centrale qui, si tout se passe bien, sera Colwill, Fofana. On a besoin. Même si on aura un Chalobah derrière, il nous faudra un autre défenseur. Maintenant, à voir lequel des deux. Mais dans tous les cas, ça fera du bien parce que les deux, ils sont en forme. Et puis après, on peut voir Datsan Satpaev qui va arriver en transfert. On va le reprêter. Il sera certainement à Strasbourg. Ce sera intéressant de voir ce qu'il vaut. Et Giovanni Kenda, les gars, on connaît le talent, on sait de quoi il est capable. Il va arriver à Chelsea pour tout casser. Je pense qu'il y a même un monde où le gars arrive potentiellement en tant que titulaire. À voir la progression de Garnacho, de Guitten. Et est-ce que Chelsea va recruter encore? On ne sait pas en fait. Ce club est tellement fou qu'on peut recruter encore. Mais je pense que Kenda, il y a un monde où le mec arrive titulaire, sincèrement. Les tirages de la Coupe de France sont tombés. Et comme tu le sais, c'est séparé en 3 groupes A, B et C. Je te laisse mettre pause pour le groupe A. Les plus grosses affiches, c'est Bourg-en-Bresse, OM, bien évidemment. On va parler des gros. Auxerre, Monaco pour le choc de Ligue 1. En ce qui concerne mon club, parce qu'il faut bien que je parle de mon club, on va affronter Canet-Roussillon. Ça me fait mal parce que je le sens très très mal. Et le match qui me fait peut-être le plus kiffer, Nice-Saint-Etienne. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être bouillant. Voici le groupe B. Je te laisse encore une fois mettre pause pour voir s'il y a ton club. Et dans cette partie, ce que je retiens, c'est bien évidemment Roanne l'Étape, club de R1 qui va affronter Paris FC. Saint-Maur, club de National 2 qui affronte Lille. Aulnoy qui va affronter le leader de Ligue 1. Et Marc-en-Barœul, club de R1 également, qui va affronter Troyes. Même si c'est de la Ligue 2, ça reste le leader de la Ligue 2 contre une R1. Et ça, c'est beau. Et enfin, le dernier groupe, je te laisse également mettre pause si t'as envie. Et là-dedans, on va retrouver un club de National 1 Concarneau qui va affronter Nantes, club de Ligue 1. Club de National 3 Vendée-Fontenay qui va affronter le PSG. Et ça, c'est magnifique. Attention Angers qui affronte les spécialistes de la Coupe de France, les Herbiers. Le Gosier, club de R1 qui va affronter une Ligue 1 également. Et Montreuil, c'est pas loin de chez moi, donc obligé d'en parler, club de R1 qui va affronter Chauvigny, club de National 3. Et le choc de Ligue 2, parce que je l'oublie pas, Guingamp-Laval. Bref, dis-moi s'il y a ton club dans les commentaires. Et bien évidemment, on s'attrape en décembre. Igaman ou Giroud? Giroud ou Igaman? Le débat est encore une fois relancé vu le match décevant d'Olivier Giroud face au Havre et l'entrée fracassante d'Igaman qui permet de gagner les 3 points. Faut en parler, mais avant n'hésite pas à liker, republier cette vidéo et bien sûr à t'abonner. De base, vous le savez, je fais confiance à Olivier Giroud, mais force est de constater que les entrées d'Igaman nous débloquent tout le temps la situation. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est 2 neufs totalement différents. D'un côté, on a Olivier Giroud qui est un pivot, il a besoin de ballons, donc forcément c'est pas lui qui va aller dribbler 2-3 défenseurs et qui va trouver des solutions. Et de l'autre, t'as Igaman qui est, comme je le rappelle, vu la casquette, un joueur dans le style de R9. Et je dis bien dans son style, c'est-à-dire qu'on a un mec balèze qui est physique, imposant et qui arrive à être ultra technique. Il arrive à se sortir de situations où 99% des attaquants se seraient retrouvés bloqués. Rendez-vous compte que le gars vient de rentrer, il est bloqué par 4 défenseurs. Il arrive à les contourner pour trouver Haraldson, en même temps se replacer dans l'axe pendant qu'Ethan Mbappé n'a plus qu'à lever la tête pour lui redonner le ballon et marquer. Au final, Igaman, c'est un attaquant qui est capable de construire les occasions mais aussi de les finir. Il avait même donné une balle de but à Ethan Mbappé mais malheureusement il a raté son contrôle. Pour moi, ça y est, faut mettre Igaman titulaire et Giroud qui rentre. Parce que Giroud, c'est aussi un super sub. On l'a vu au Milan AC, on l'a vu à Arsenal. C'est le mec qui est capable en sortie de banc de te claquer un but comme ça de la tête. Un but venu de nulle part, ça c'est ses qualités. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a clairement débat. Et après de toute façon, je me suis déjà trompé. Genesio m'a donné tort plusieurs fois. Je lui fais confiance, c'est lui le coach.